Voilà, bah, je vous remercie pour votre participation à la semaine du logement accompagné et particulièrement à cet atelier sur l'impact sur le secteur du logement accompagné des récentes évolutions réglementaires liées à la transition énergétique et notamment la loi climat et résilience. Donc le 24 août dernier a été publiée cette loi dite climat et résilience, qui organise notamment le calendrier qui vise à l'interdiction à la location des logements les plus énergivores. Donc concrètement, en 2025, les logements qui porteront l'étiquette énergétique G seront interdits à la location. En 2028, on passera à l'étiquette d'après jusqu'en 2034. Donc voilà, au regard de ces échéances, les acteurs du logement d'insertion que sont Solia, la FAPIL et l'UNAFO ont souhaité collectivement clarifier le cadre juridique relatif aux obligations des gestionnaires, donc notamment en matière de DPE, de diagnostic de performance énergétique, puisque c'est un document qui va constituer, enfin qui va être essentiel dans la mise en œuvre de ce calendrier. Il y a eu d'autres questions qui se sont posées, notamment sur la décence énergétique d'un logement ou encore sur l'obligation d'établir un carnet d'information, d'entretien et de suivi des logements. C'est des questions qui sont remontées du terrain, des questions de votre part, adhérents. Donc très concrètement, il s'agit de connaître la réglementation applicable en ce qui concerne les DPE et globalement en matière de diagnostic technique au moment de la construction, de la rénovation du bâti existant, de la vente et de la mise en location, avec pour les résidences sociales cet enjeu un petit peu de savoir qui est responsable de sa transmission finalement du propriétaire, du gestionnaire et à quel moment. Donc on a décidé avec les alliés de solliciter un conseil juridique extérieur, le cabinet d'avocats Francis Lefebvre, pour répondre à ces questions et donc disposer d'un panorama complet des obligations selon la nature des logements que gèrent nos adhérents. Donc d'une part, les logements foyers type résidence sociale et d'autre part les logements dits ordinaires en intermédiation locative ou en location directe via des associations agréées. Donc ce matin, on est dans le cadre de la semaine du logement accompagné, donc on va plus se concentrer, enfin, et du coup organisé par UNAFO, donc on va plus se concentrer sur le cadre général et les spécificités relatives aux résidences sociales. Ça n'empêchera pas évidemment vos questions sur les logements ordinaires en IML ou donc à travers des associations agréées. Sachant les particularités que vous connaissez déjà sur les résidences sociales, mais le cadre juridique est un peu particulier forcément. En résidence sociale, vous le savez, les occupants des logements bénéficient d'un contrat sui generis qui n'est pas un bail d'habitation à proprement parler et ne relève que partiellement de la loi du 6 juillet 1989. Donc certaines obligations qui découlent de cette loi de 89 s'imposent pas aux résidences sociales, ça c'est une première chose. Et puis d'autre part, dans le panel des gestionnaires, le plus souvent les gestionnaires prennent à bail les logements auprès de bailleurs sociaux pour les mettre à disposition des publics cibles, mais certains gestionnaires peuvent être également propriétaires de leur logement à partir du moment où ils ont le bénéficie de l'agrément de maîtrise d'ouvrage d'insertion et sont donc aussi concernés en tant que propriétaires. Donc voilà, un cadre juridique un peu particulier pour les résidences sociales, un DPE qui est devenu opposable depuis le 1er juillet 2021, dont la méthode de calcul a changé et peut potentiellement faire basculer des logements d'une étiquette énergétique à une autre, de manière un petit peu automatique, et un horizon assez proche, 2025, de cette interdiction à la location de certains logements. Voilà, d'où l'importance de connaître dès maintenant l'état énergétique de son parc de logement pour être un peu en ordre de marche avec cette première échéance de 2025. Donc voilà un peu le contexte qui nous a conduit à demander cette analyse. Donc je remercie Maître Royaux et Gourceau du cabinet d'avocats Lefebvre pour leur présence ce matin. Avant de leur donner la parole et pour qu'elles nous présentent leur analyse juridique, je vous précise que la consultation du cabinet Lefebvre sera disponible pour l'ensemble de nos adhérents très prochainement et qu'elle pourra être complétée ou précisée selon les questions que vous pourriez avoir ce matin ou ultérieurement. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors techniquement, petit point, vous avez un chat en bas à droite sur lequel donc vous pouvez poser des questions écrites. Enfin classiquement maintenant, comme on fait des visios depuis un certain temps,
vous devez connaître ça. Et vous avez aussi la possibilité de lever la main à ce moment-là pour prendre la parole. Et si vous prenez la parole, vous apparaîtrez à l'écran, ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent. Voilà, pour vous préciser ces éléments-là. Donc, on va laisser la parole à Maître Royaux et Gourceau pendant à peu près une trentaine de minutes pour nous laisser le temps d'échanger après, que vous puissiez poser vos questions, vos demandes de précision. Je rappelle simplement, mais bon, maintenant, là, vous êtes tous arrivés, a priori. Si vous avez des problèmes techniques, Patrick, mon collègue Patrick Baudet a mis un petit message dans le chat. Si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez poser des questions sur le chat, mais sur la page programme de l'UNAFO, donc pas sur cette page-là. Voilà ce que je voulais vous dire, et donc je vous donne la parole, Maître Royaux, pour la présentation de cette analyse. Merci. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Donc Maître Royaux et donc avec ma consoeur Maître Gourceau-Tréboz, donc nous allons effectivement vous présenter un peu les nouvelles obligations donc issues de la loi climat et résilience, et donc plus particulièrement sur cette obligation de dossier de diagnostic technique et de DPE, puisque le dossier de diagnostic technique contient donc le diagnostic performance énergétique. Donc, on va tout d'abord débuter avec le cadre général des obligations en matière de DDT et DPE. Alors, effectivement, je remercie, nous remercions en premier lieu l'UNAFO de nous convier à cette présentation. Comme l'a rappelé Monsieur Olivier, effectivement, la particularité, c'est que on a finalement deux contrats. Donc un contrat propriétaire gestionnaire, donc code civil, et un contrat donc gestionnaire occupant qui sui generis donc, et donc ce contrat, celui plus particulièrement gestionnaire occupant, n'est pas soumis à la loi de 89 et plus particulièrement donc pour les logements foyers, il y a simplement deux dispositions qui s'appliquent de la loi de 89. C'est l'alinéa premier de l'article 6 qui concerne la décence énergétique. Donc les logements foyers sont bien soumis à cette obligation de décence énergétique, et l'article 20-1 de la loi de 89. Donc, mis à part ces dispositions, la loi de 89 n'est pas applicable au logement foyer. Alors, je débuterai donc tout d'abord avec l'obligation d'établir un diagnostic un dossier de diagnostic technique. Donc, cette obligation ressort. Donc là, on sera vraiment sur les dispositions du Code de l'habitation, du Code de la construction et de l'habitation. Et donc, on a un article, donc le L126-23 du Code de la construction et de l'habitation, qui pose une obligation de dossier de diagnostic technique. Donc, en cas de vente, l'article précise bien, donc en cas de vente, de location, de démolition et de rénovation lourde d'un bâtiment. Alors, il liste les états, les diagnostics que doit comprendre ce dossier de diagnostic technique. Donc, vous avez tout d'abord un état relatif à la présence des termites, un état relatif à la présence de mérules, donc le fameux diagnostic de performance énergétique qu'on précisera par la suite dans un second temps, un diagnostic relatif à la gestion des déchets générés, un état installation intérieure d'électricité, un état installation intérieure de gaz, un état des risques naturels et technologiques, un document également établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif, un constat de risque d'exposition au plomb, et un état qui mentionne donc la présence ou l'absence de matériaux ou produits qui contiennent contenant de l'amiante. Alors, donc, ce qu'on tire des dispositions du Code de la construction et de l'habitation sur cette obligation d'un dossier de diagnostic technique, c'est qu'en cas de vente, il y a une obligation de transmettre ce DDT, et cette obligation pèse sur le vendeur.
qui doit annexer ce DDT à la promesse de vente ou, à défaut de promesse de vente, directement à l'acte authentique. Donc, c'est un article du CCH, c'est l'article L271-4. Et en cas de location, c'est vrai que ce qui est particulier pour ce DDT, c'est que le Code de la construction et de l'habitation n'est pas très explicite sur l'obligation finalement d'annexer un DDT au contrat. Mais si vous voulez, en fait, la particularité, c'est qu'on a bien une obligation d'établir pour le propriétaire un DDT, mais on n'a pas, comme pour la vente, pour le DDT, une obligation d'annexion au contrat. Et donc, effectivement, nous, on en déduit que pas d'obligation d'annexion à proprement parler du DDT, donc d'annexion de ce DDT au contrat entre propriétaires gestionnaires et a fortiori entre gestionnaires et occupants, puisque, encore une fois, la loi de 89 et notamment l'article 3-3 de l'article 89 qui prévoit cette annexion du DDT au contrat de location n'est pas applicable au logement foyer. Donc effectivement, c'est bien ce que vous voyez, c'est bien notre conclusion que vous voyez apparaître là sur la présentation. On a une obligation de DDT qui pose qui règne sur le propriétaire en cas de location, mais pas d'obligation de l'annexer, ou en tout cas ça ne ressort pas des textes du Code de la construction et de l'habitation. Et donc, pour les obligations donc, propres, le diagnostic de performance énergétique, je vais laisser la parole donc, à ma consoeur, Maître Gourceau-Tréboz. Ah, Anne-Charlotte? Elle n'est plus avec nous. Alors, du coup, elle apparaît plus. Hein. D'accord. Alors, parce que là, oui, pardon, c'est vous qui avez partagé la présentation? Non. Non, d'accord, d'accord. Alors, écoutez, je vais peut-être poursuivre dans ce cas-là en attendant qu'elle se reconnecte. Hein, oui, excusez-nous, peut-être un petit problème technique. Donc, sur l'obligation d'un DPE, donc à proprement parler, donc qui est contenu finalement dans le dossier de diagnostic technique. Donc, ce sont les articles L126-26 à L126-33 donc, du Code de la construction et de l'habitation, donc qui posent cette obligation de diagnostic de performance énergétique. Donc, on vous donne une définition un petit peu de ce document. Hein. Si finalement, donc un document qui comporte la quantité d'énergie qui est consommée ou estimée, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par le bâtiment, et donc une classification en fonction de valeurs de référence. La particularité dorénavant, c'est que ce sont tous les bâtiments d'habitation collective qui sont désormais soumis à une obligation de diagnostic de performance énergétique, ce qui n'était pas le cas avant la loi climat-résilience. Donc maintenant, on a pour tous les bâtiments d'habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, on a cette obligation donc de faire établir un diagnostic de performance énergétique. Donc, on a cet article du CCH qu'on vous a précisé, hein, qui précise que le diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu'un diagnostic a été réalisé après le 1er juillet 2021 et que, effectivement, si le bâtiment est classé A, B ou C, on n'a pas d'obligation de réaliser donc un nouveau diagnostic. Donc, on a un échelonnement des obligations du niveau de performance. Donc, à compter du 1er janvier 2025, on a un niveau de performance qui devra être compris entre les classes A et F. Et à compter du 1er janvier 2028, on a
un niveau de performance qui devra être compris entre les classes A et E. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement, il n'y aura plus de mise en location, plus de possibilité de louer à proprement parler, donc ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Alors, on a quand même, donc pour ce niveau de performance, la loi vise, on a 2 cas d'exonération. Donc, c'est-à-dire que 2 cas d'exonération, c'est-à-dire que 2 cas dans lesquels ce niveau de performance ne s'appliquera pas. Alors, les cas d'exonération vont être précisés par décret, mais ce décret, pour l'instant, n'a pas encore été publié. On est sur une loi, comme l'a rappelé Monsieur Olivier, qui a été promulguée le 24 août. Donc là, on est dans l'attente des décrets d'application. Et puis on voit que notamment il y a eu un arrêté qui est venu modifier les méthodes de calcul parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu des erreurs de fait. Donc on est encore sur une construction de ce DPE qui va être rendu opposable. Donc c'est toute la difficulté. C'est effectivement toute la difficulté. Alors, j'ai plus le... Est-ce qu'on a un partage? Je vais le partager du coup. Je vais le partager parce que... Je pense qu'il doit y avoir un problème. Voilà, non, mais je vais le partager à votre place. Merci. Donc vous étiez... Donc on en était... Oui, voilà, on peut passer voilà, merci. Donc oui, on est encore on est encore sur Anne-Charlotte, tu veux peut-être prendre la suite sur les cas d'exonération? Tout à fait. Pardon, j'ai partagé l'écran, le document à votre place, du coup. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc effectivement, les cas d'exonération qui sont déterminés par le Code de la construction, bâtiments qui, en raison de leurs contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, ne peuvent faire l'objet de travaux de rénovation permettant d'atteindre ce niveau de performance, et bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien. Alors, ces deux notions, aujourd'hui, bien évidemment, n'ont pas donné lieu à interprétation jurisprudentielle, mais le caractère disproportionné, en tout cas, va être apprécié, à mon sens, à un moment donné. Et ça va être tout l'enjeu de savoir si la mise aux normes au regard des règles du DPE permet d'avoir des performances en n'ayant pas en parallèle un coût disproportionné des travaux. Et là, tout l'enjeu de ces nouvelles dispositions, ça va être de définir est-ce qu'on est proportionné, et dans ces cas, on sera exonéré des travaux ou pas. L'article L126-7 du CCH définit les éléments qui doivent constituer le DPE. Vous avez dû tous entendre les difficultés qui ont eu lieu cet été sur la mise en œuvre des formules mathématiques et de savoir exactement ce qui devait être pris en compte dans ce DPE. On a des nouvelles dispositions qui ont été prises début novembre qui viennent corriger en tout cas les éléments qui doivent constituer le DPE. Sur la durée de validité, je vous fais part de ce qu'on a eu hier, une formation, parce qu'effectivement, cabinet Francis Lefebvre s'interroge sur ces problématiques-là, sur la problématique de validité du DPE, qui est annoncée comme une durée de validité de 10 ans. Et aujourd'hui, là encore, on n'a pas la réponse complète de savoir si on a une validité qui est à la date de conclusion du bail, ou de la vente éventuellement, ou au contraire, c'est à la date à laquelle le DPE est rédigé. Aujourd'hui, les éléments de réponse sont assez vagues, parce qu'effectivement, il faut se rapporter à un décret qui a été pris en 2020 et qui détermine un certain nombre de mises en œuvre de dispositions pour le DPE, et qui dit que pour les ventes ou locations postérieures à la date donc, du 1er juillet 2021, sur la base du DPE antérieur, les règles antérieures demeureront applicables et l'opposabilité n'est pas en vigueur. Il y a, si vous voulez, des problématiques d'écriture des textes et de concordance des textes entre eux. Et en parallèle, on a la doctrine du gouvernement qui indique que tous les DPE réalisés pour les logements à partir de la date du 1er juillet 2021 seront donc pleinement opposables et devront être réalisés selon la nouvelle méthode et le nouveau format réglementaire.
les DPE réalisés avant cette date et dans la limite de leur validité actuelle, donc la durée de 10 ans, pourront néanmoins encore être utilisés pour conclure des ventes ou des baux immobiliers. Donc en fait, dans la disposition que je viens vous citer, qui est la doctrine gouvernementale, on nous parle de logement, qui regroupe l'intégralité aujourd'hui des bâtiments, mais en revanche, il est fait mention de la durée de validité qui dépendrait de l'acte juridique, à la fois vente et baux immobilier. Sauf que dans votre cas, on vient de vous le présenter, on n'est pas véritablement dans un contrat de location, mais bien un contrat, on va dire, droit civil, et ensuite un contrat sui generis entre le gestionnaire et les accédants à votre système de logement foyer. Donc aujourd'hui, on a une vraie problématique de savoir quelle va être l'application, en tout cas jurisprudentielle, même si on sent que la doctrine étatique a une volonté d'appliquer ça pour tous les logements. Est-ce que la validité du DPE va être liée à l'acte à laquelle il est joint, ou au contraire à sa date de rédaction? Donc aujourd'hui, on n'a pas véritablement de réponse à ce titre. Est-ce que je peux me permettre une question? Bien sûr. Parce que du coup, calendrier envisagé sur la durée de validité, on est d'accord que de toute façon, arrivé fin 2024, ou en disant en 2025, plus aucun DPE qui n'aurait pas été refait sous la nouvelle méthode conventionnelle ne sera valide, quoi, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. D'accord. Mais pendant cette phase transitoire, Oui. Effectivement, est-ce que vous allez conclure un nouveau bail entre gestionnaire et le bailleur, et éventuellement un contrat sui generis? Quid des DPE qui ont été faits en juillet 2021 jusqu'en 2024, effectivement, se posera cette problématique-là, avec en plus la problématique de DPE qui ont été faits avant, qui pour moi sont toujours valides, en tout cas pour les baux conclus et qui sont toujours en activité. Alors, j'avais un peu dévié sur la présentation, parce qu'effectivement, comme on a eu cette formation hier qui avait un impact, je reprends le fil de l'exposé. Donc, comme je précisais, donc, la durée de validité de 10 ans exposera effectivement ces questions de mise en œuvre et de validité par rapport à l'acte ou par rapport à la rédaction du DPE. Et comme vient de vous préciser M. Olivier, les diagnostics réalisés entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 sont valides jusqu'au 31 décembre 2022, et ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 sont valides jusqu'au 31 décembre 2024. L'article R126-15 du CCH liste ensuite les bâtiments qui ne sont pas concernés par le DPE. Et là, on est clair, il n'y a pas de discussion possible. Les logements foyers ont une obligation de réaliser un DPE, et cette obligation pèse, à notre sens en tout cas, sur le bailleur propriétaire du logement. Concernant la construction d'un bâtiment, là, on revient aux dispositions générales. Le maître d'ouvrage fait établir le diagnostic et le remet au propriétaire du bâtiment au plus tard à la réception de l'immeuble. Comme on vous l'a précisé pour la vente, là encore, le DPE est communiqué à l'acquéreur, et le DDT qui comprend le DPE est fourni par le vendeur et annexé à la promesse de vente ou à défaut à l'acte authentique de vente. Ensuite, un audit énergétique est également réalisé pour les bâtiments qui appartiennent aux classes D, E, F ou G, c'est-à-dire qu'on va au-delà du DPE et qu'on a un véritable accompagnement au regard des obligations qui découleront de l'audit énergétique pour pouvoir envisager de manière un peu plus approfondie les travaux à réaliser. Concernant la location, le propriétaire tient le diagnostic de performance énergétique à la disposition de tout locataire. Donc, c'est une mise à disposition. Et au regard des dispositions de l'article L126-29, le DPE est joint au contrat de location lors de sa conclusion. Donc, l'obligation de réaliser un DPE pèse sur le propriétaire. Donc, bien évidemment, annexion au contrat de location, propriétaire gestionnaire, mais à notre sens, il n'y a pas d'obligation de l'annexer au contrat gestionnaire occupant, car comme on vous l'a précisé, pour nous, il s'agit d'un contrat sui generis,
et en tout cas les dispositions pour l'instant légales et la doctrine gouvernementale parlent de baux d'habitation et à notre sens, vos contrats sui generis, même s'ils ont une part locative, ne rentrent pas dans la définition d'un bail d'habitation stricto sensu. Ensuite, le propriétaire est responsable de la transmission du DPE, mais le gestionnaire peut l'annexer au contrat avec l'occupant, même s'il n'y a pas d'obligation, car il n'y a application de la loi de 89. Là encore, dans le cadre de contrats sui generis, il n'y a pas d'obligation d'ordre public telle que définie par exemple par la loi de 89, mais bien évidemment, vous pouvez lier ou mettre un certain nombre de mentions dans vos contrats sui generis de la loi de 89, avec les conséquences que ça pourra avoir derrière, c'est effectivement l'opposabilité, au-delà de la simple information d'un DPE qui pourrait être joint entre le gestionnaire et l'occupant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale avec de sanctions, en tout cas, telles que définies, mais une possibilité d'information et de transmission du DPE à l'occupant, avec les conséquences, effectivement, que ça peut avoir derrière. Hop. Je laisse la main à Alice pour le DPE collectif. Oui, donc effectivement, avant la loi climat et résilience, on avait simplement un DPE collectif, donc pour l'ensemble réalisé pour l'ensemble du bâtiment, et donc il y avait valeur informative uniquement. Et avec la loi climat résilience, on va avoir une articulation d'un DPE collectif et individuel. Donc DPE collectif pour l'ensemble du bâtiment et individuel, donc pour chaque logement également. Alors, sur si vous voulez, on a simplement dans la loi, sont simplement visés les bâtiments d'habitation collective. On n'a pas de précision, on n'a pas davantage de précision sur ce que la loi entend par ou vise comme bâtiment d'habitation collective. On sait simplement, donc c'est cet arrêté du 31 mars 2021, que sont visés les bâtiments d'habitation collective neufs et existants. Donc, on a cette performance énergétique qui s'applique tant pour les bâtiments neufs, donc construits, et ceux également existants. On a une définition du bâtiment d'habitation collective qui est comprise à l'article R 111-18 du CCH, et donc nous, on en a conclu qu'effectivement cette définition du bâtiment d'habitation collective était transposable donc dans le cadre de la loi climat et résilience, mais encore une fois, on n'a pas davantage de précision sur les bâtiments d'habitation collective qui sont concernés par cette obligation donc de performance énergétique. On a simplement, c'est le texte qu'on a visé précédemment, donc dans la présentation du DPE, on a simplement des textes qui viennent exclure certains bâtiments donc de cette obligation de réaliser un DPE, et donc c'est l'article R126-15 du Code de la construction et de l'habitation, encore une fois, donc qu'on a exposé précédemment. Alors, effectivement, on a dorénavant donc une articulation DPE collectif et individuel. Donc, c'est de même, c'est cet arrêté du 31 mars 2021, donc relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine. Alors, cet arrêté vise les bâtiments neufs et existants. Et tant pour les bâtiments neufs qu'existants, on a une obligation dorénavant. Un DPE individuel doit être aussi établi donc en sus de ce DPE collectif, donc pour l'ensemble des logements. Voilà, donc pour nous, il en ressort que puisque l'obligation du DPE collectif pèse sur le propriétaire, donc les propriétaires devront établir et ce DPE collectif et un DPE individuel, donc pour chaque logement de ces bâtiments à usage d'habitation.
Un point important de la loi climat et résilience, c'est l'intégration de la performance énergétique dans la définition du caractère décent du logement. Effectivement, l'article 160 de la loi climat et résilience est venu modifier viendra modifier à compter du 1er janvier 2025 les articles 6 et 20.1 de la loi du 6 juillet 89 qui impose aux bailleurs de fournir à leurs locataires un logement décent. Alors, là encore, on est confronté à des difficultés d'interprétation et pour l'instant, on n'a pas réponse à l'ensemble des questions qui peuvent se poser, car le texte ne précise rien sur le fait de savoir si ces nouvelles dispositions concernent les nouveaux contrats de location ou les baux en cours. À notre sens, elles ne s'appliqueront qu'aux nouveaux contrats de location. Ça ressort en tout cas de l'interprétation qu'on peut avoir d'une disposition 3 bis du décret du 30 janvier 2002, dans sa version à venir au 1er janvier 2023, relatif aux caractéristiques du logement décent et à l'article 2 du décret du 11 janvier 2021. En tout cas, il ressort que la décence énergétique s'appliquera au logement foyer dans la mesure où le premier alinéa de l'article 6 de la loi de 89 s'applique à ces derniers. En revanche, les caractéristiques correspondant au logement décent définies par décret en Conseil d'État à notre sens, ne s'appliqueront pas aux logements foyers qui sont soumis à des réglementations spécifiques. Il ressort en tout cas que sur la notion de décence, les applications jurisprudentielles qui ont eu lieu sur le caractère de décence du logement sans prendre en compte le DPE vont se développer et l'élément de performance énergétique va être intégré dans l'appréciation du caractère décent ou non du logement. Voilà l'élément en tout cas aujourd'hui qu'on peut affirmer sur les obligations qui vont être imposées aux bailleurs. À notre sens, il en ressort là encore que ces éléments vont faire l'objet de travaux pour rentrer dans les clous du DPE et pour rendre effectivement le logement décent par rapport à ce critère supplémentaire. Voilà les quelques observations en tout cas qu'on peut faire sur ce point qui aujourd'hui c'est tout nouveau et il n'y a pas d'analyse en tout cas de doctrine là-dessus. Élément encore important, il y aura d'autres mesures qui sont susceptibles de s'appliquer et notamment la qualité de l'air intérieur. C'est l'article 158 de la loi climat qui fait l'objet d'une rédaction aux dispositions 153.1 à 153-5 du CCH. Les articles ne prévoient aucun cas d'exclusion, de sorte que, à notre sens, là encore, les logements foyers sont concernés par ces dispositions. Les bâtiments doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations, de sorte que la pollution de l'air intérieur du local ne mette pas en danger la santé et la sécurité des personnes et que puissent être évitées les condensations. Alors, ça paraît logique, mais en tout cas, c'est une nouvelle disposition. Il est également prévu que les bâtiments sont conçus, construits, rénovés et équipés de façon à prévenir les intoxications par le monoxyde de carbone. Donc, cette nouvelle disposition introduit, là encore, une nouvelle obligation pour le bailleur au regard de son logement qui est mis à disposition ou en location. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas si vous voulez essayer d'y répondre tout de suite ou si on poursuit finalement la question initiale, à partir de quand le DPE sera obligatoire pour les logements foyers existants Alors, moi, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne-Charles, mais pour moi, les dispositions, elles sont applicables à compter du 1er juillet 2021. Donc, écoutez, à compter du 1er juillet 2021.
Dès lors qu'il y a un fait générateur, d'une certaine manière, qui l'oblige, en fait. Voilà, à la conclusion d'un nouveau contrat, oui, et effectivement, alors, donc là, c'est toute la difficulté, puisque ce ne sont pas des baux à proprement parler, mais en tout cas pour les nouveaux contrats, Ouais. Je me permets un petit bémol, là encore, la formation qu'on a eue hier, avec une analyse de l'empilement des textes, on a eu, alors je vous fais part de l'empilement des textes, mais on a une difficulté pour savoir si effectivement, juridiquement, on a une mise en œuvre du DPE à compter du 1er juillet 2021, ou au contraire, à partir du 25 août 2021, date de la promulgation de la loi. Juridiquement, c'est tellement mal écrit et qu'il y a des erreurs, on n'en sait rien. On penche effectivement au 1er juillet 2021, mais pas sur des dispositions légales, mais plus, comme on vous le précisait, par rapport à on va dire, la doctrine étatique qui a une volonté, en tout cas affirmée et qui l'écrit, de faire démarrer le DPE à compter du 1er juillet 2021. Mais juridiquement, c'est pas aussi simple et si des questions pouvaient se poser, on pourrait faire démarrer au 25 août 2021, date de la promulgation de la loi climat et résilience. Sachant que, enfin, il y a toute la question sur la durée de validité des DPE existants, en fait. Oui. On vous les a mis, dans la présentation sur le 2 là, sur le DPE, on avait mis les dates pour les dispositions transitoires, mais enfin vous les aurez dans la consultation dans tous les cas. Mais est-ce que la question serait, au regard du flou juridique un petit peu autour du contrat de résidence, enfin, je repose un peu la question à Madame Ferrotin, est-ce que on peut se dire que pour l'instant, et au regard du fait que techniquement il y a on va dire que le DPE est peut-être pas dans sa version définitive ou qu'il y a des sujets encore, comme le contrat de résident in fine sort du cadre de la loi de 89, est-ce que pour le moment on peut considérer qu'il n'y a pas cette obligation à ce moment-là? Enfin, ou en tout cas il y a un petit temps, un petit peu de... Oui, je pense que l'adaptation va être nécessaire. Ouais, et qu'aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de faire peser les obligations côté bailleur pour propriétaires, pour qu'ils mettent en conformité leur logement avec le DPE. Après, sur l'opposabilité, effectivement, c'est limité pour nous au baux d'habitation. Donc, si on sort du carcan juridique baux d'habitation, on pourrait, à notre sens, c'est pas une disposition d'ordre public, donc on pourrait ne pas mettre en place les DPE vis-à-vis gestionnaires et occupants. Après, comme c'est des contrats sui generis, comme on vous précisait, ça reste du contrat. Donc, si vous voulez ouvrir une brèche et mettre en place et être, innovant sur des nouvelles dispositions, mais en limitant éventuellement, parce qu'il y a quand même un impact, effectivement, qui peut être important, d'information et d'annexer le DPE, ça peut être envisagé, mais après, il faut rédiger, à mon sens, les contrats d'une certaine manière pour en limiter les conséquences derrière, parce qu'on a quand même si l'occupant ne pourrait pas aller chercher le bailleur, éventuellement demander au gestionnaire sur le cas du DPE, notamment par rapport au logement décent, de faire un certain nombre de choses. L'obligation contractuelle, on a tout intérêt, en tout cas à mon sens aujourd'hui, à la limiter. On ne connaît pas encore la tournure des événements et la position de la jurisprudence qui sera prise sur quelles vont être les actions d'un locataire ou d'un occupant par rapport à cette notion d'opposabilité. Oui, sachant qu'en fait, si vous voulez, en termes de lien contractuel, puisqu'on a deux contrats, un contrat propriétaire-gestionnaire et un contrat gestionnaire-locataire, le locataire, en termes de, si vous voulez, de lien contractuel, le locataire n'a pas de lien contractuel directement avec le propriétaire. Donc, en fait, le locataire, ça se jouera davantage dans le lien locataire-gestionnaire
en cas de un locataire qui considérerait que son logement n'est pas assez, n'est pas décent, et ensuite au gestionnaire de se retourner contre le propriétaire, parce que ces questions-là vont se poser aussi. Et je vois, il y a une autre question. Quand vous mentionnez un nouveau contrat, pensez-vous au contrat propriétaire-gestionnaire ou gestionnaire-locataire? Au contrat propriétaire-gestionnaire. Parce que le DPE pèse sur le propriétaire. Et donc, comme vient de vous l'exposer Anne-Charlotte, pour nous, il n'y a pas d'obligation d'annexer de DPE au contrat gestionnaire-locataire. Donc, pour nous, c'est davantage sur le contrat principal propriétaire-bailleur-gestionnaire que les questions se posent. Sur la qualité de l'air intérieur, on a... Je ne sais pas si on avait d'autres choses à rajouter. C'est bon. Je crois qu'effectivement, je t'ai squeezé ton... Et donc, sur la dernière partie, oui, pardon. Non. Donc sur l'articulation du carnet d'information du logement et le carnet d'entretien. Alors le carnet d'information, donc a été codifié donc aux articles L126-35-2 à L126-35-11 du CCH, et c'est un carnet qui avait été institué par des précédentes lois, donc notamment la loi transition énergétique pour la croissance verte et la loi Elan, et qui finalement n'avait pas vu le jour puisque les décrets d'application n'avaient pas été publiés. Et donc c'est une obligation qui revient, le carnet d'information du logement, avec la loi climat résilience. Donc c'est l'article 167 de la loi. Il est spécifiquement indiqué que ce carnet d'application, ce carnet d'information, concerne les logements foyers, et donc il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023. Alors, c'est un carnet d'information, si vous voulez, là, on est vraiment sur des dispositions performance énergétique, contrairement au carnet d'entretien qui est davantage sur une optique un peu plus entretien normal du logement. Là, le carnet d'information, on est vraiment sur une logique performance énergétique. Ce carnet d'information, il est mis à jour par le propriétaire. Oui, pardon, si vous pouvez mettre la diapositive suivante. Merci. Oui, voilà. Donc, comme on vous le disait, c'est vraiment des travaux d'amélioration et c'est vraiment lié uniquement à la performance énergétique. Et donc, il est établi lors de la construction d'un logement ou à l'occasion donc des travaux de rénovation d'un logement existant, et donc des travaux qui auraient une incidence significative sur la performance énergétique. Et donc, comme je vous le disais, il est établi et mis à jour par le propriétaire. Donc ça, c'est encore une obligation qui pèse sur le propriétaire, du bâtiment. Et donc, évidemment, en cas de construction et en cas de réalisation de travaux, ces informations sont transmises au propriétaire, donc par les personnes qui sont réputées constructeurs. Et donc, on a une définition de ce qu'on entend par constructeur dans un article du Code civil. Le constructeur, donc au sens large, architecte, entrepreneur, technicien. Et donc, ce sont ces acteurs qui vont transmettre ce carnet d'informations donc au propriétaire, et qui doit le mettre à jour. Donc, si vous voulez, on est vraiment sur un carnet qui est différent du carnet d'entretien. Donc, pour nous, les deux carnets doivent cohabiter. On a vraiment ce carnet d'informations et ce carnet d'entretien qui perdure. Et là, ce carnet d'entretien, donc c'est l'article 3 de la convention APL, et là on est vraiment sur un entretien normal du bâtiment, et uniquement il s'applique dans la relation, donc le contrat propriétaire-gestionnaire. Et donc là, oui, voilà, donc carnet d'entretien, il répertorie les informations relatives à la maintenance et aux travaux effectués dans l'immeuble.
ce que je vous disais, oui, donc voilà, c'est l'article 3, la convention qu'on a citée. Le propriétaire s'engage avec le gestionnaire. Donc là, on est vraiment sur ce contrat propriétaire-gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et de grosses réparations annuelles. Donc là, on n'est pas sur la performance énergétique à proprement parler du bâtiment et des logements. On est vraiment sur l'entretien, sur un entretien. Et donc, là, les deux carnets doivent cohabiter. Hein. D'une part, un carnet d'informations sur vraiment la performance énergétique et les travaux d'amélioration de cette performance et le carnet d'entretien qui est davantage sur l'entretien donc du bâtiment. Et il y a sur ce carnet d'entretien donc une mise à jour annuelle des informations qui sont contenues dans le carnet d'entretien. Pour l'instant, sur le carnet d'information, on n'a pas davantage de précision sur la mise à jour de ce carnet d'information. Mais étant précisé, encore une fois, que cette mise à jour, en tout état de cause, pèsera sur le propriétaire. Alors, une petite précision, ces deux notions de carnet, il faut les comprendre comme carnet d'entretien. C'est des dispositions qui étaient mises en place à l'époque par la loi Allure, qui ont vocation à déterminer la consistance du bâtiment et un suivi de ce bâtiment, alors que la logique du carnet d'information, on va dire environnementale, performance énergétique, c'est vraiment aussi d'avoir un retour d'information. Parce qu'il faut aussi avoir à l'idée que l'objectif, c'est d'avoir des informations sur comment l'état des bâtiments et comment sont envisagées la mise en œuvre de travaux d'amélioration. Parce que vous savez aussi qu'on a tout un panel. Alors, les foyers logements ne sont pas bénéficiaires des fonds pour investir sur les travaux. Il y a tout un accompagnement de particuliers avec des organismes étatiques qui vont être mis en œuvre pour accompagner sur la mise en œuvre de travaux, la recherche de financement. Donc, il faut comprendre ce carnet d'information comme aussi une remontée d'informations. Voilà. Est-ce qu'on a été éclairant sur les différents points? Est-ce qu'il y a un certain nombre de questions qui se posent? Je suppose, parce que nous, quand on a travaillé sur le sujet, plus on avançait, plus on se posait des questions. Donc, je suppose que vos pratiques vont... Je pense effectivement, oui, que les questions vont continuer à se poser dans les mois et voir les années à venir. Mais... C'est ça, effectivement. Là, nous, c'est une présentation avec la réglementation qu'on a et les décrets. On attend encore les décrets d'application, les précisions, les applications jurisprudentielles, parce que là, notamment sur les cas d'exonération, ce sera largement aux juridictions de préciser les contours de ces nouvelles obligations. Je précise concernant le carnet d'entretien qu'on avait déjà travaillé avec les bailleurs sociaux, les représentants des bailleurs sociaux, notamment en Île-de-France, sur un outil commun de carnet d'entretien. Et on avait aussi, à travers une étude sur la performance énergétique qu'on avait réalisée en commun avec l'AORIF, donc en 2018, évoqué justement l'idée d'intégrer dans ce carnet d'entretien une fiche d'identité énergétique. Donc, en se projetant sur les futures obligations, mais voilà, du coup, on y arrive. Le texte réglementaire étant passé, cette fiche d'identité énergétique qu'on avait évoquée, sur lequel on essayait de travailler en commun avec les bailleurs, voilà, va devoir être un peu officiellement intégrée. Donc, ça fait partie aussi des sujets avec les bailleurs sociaux qui vont occuper beaucoup les gestionnaires de résidences sociales. Oui. Alors, vous avez une question de Madame Ferrotin. L'articulation avec le décret tertiaire, sachant que notre FJT y est également soumis. Alors, ça, oui. À ce stade, pour nous, ça s'applique cumulativement, mais là encore, on a des difficultés d'interprétation pour savoir comment articuler les deux. La réponse est un peu sibylline, mais malheureusement, j'ai pas. Ça pourrait, j'en profite pour dire que ça pourrait effectivement, parce qu'on n'avait pas posé explicitement la question, on vous avait pas posé explicitement la question, mais on pourrait effectivement rajouter ce point, même si c'est pour dire qu'on attend un petit peu des éléments de
cadrage, qu'on puisse ajouter cet élément-là, effectivement. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ou est-ce qu'il y a d'autres questions? Sachant, je vous le redis, que vous pouvez encore poser des questions ultérieurement, hein. La consultation, on va dire, est encore en cours. Donc n'hésitez pas à me contacter ou contacter des représentants de la FAPIL et Solia qui sont aussi partie prenante de cette consultation. Donc on n'a pas fait la présentation sur les questions d'intermédiation locative qui peuvent aussi vous concerner, mais la consultation portera aussi intègre ces questions. Portera aussi sur ces questions. Alors, toujours, donc voilà, pas de questions à ce que je vois. Bon, bah écoutez, enfin, en tout cas, on le voit, hein, il y a un enjeu quand même très important de connaître dès maintenant l'état du parc, hein, l'état énergétique du parc. Jusqu'à présent, le DPE était un peu, enfin étant informatif, voilà, on ne sait pas exactement si les gestionnaires sont en capacité ou savent simplement quelle étiquette énergie ont leur logement. Donc je pense que ça, plus le fait que la nouvelle méthode de calcul de DPE peut potentiellement faire chuter d'étiquettes énergétiques un certain nombre de logements, oui, implique forcément qu'il y ait, même si c'est pas forcément obligatoire ou qu'il n'y aura pas fait générateur, de se préparer en vue de 2025, anticiper en fait des potentiels travaux. Hein. Oui, tout à Je fait. pense que l'idée c'est celle-ci. L'idée c'est celle-ci, oui. Il y a cette échéance-là, cet horizon-là. Quand on a démarré notre semaine du logement accompagné, on a eu la présence d'Emmanuelle Cos, donc présidente de l'USH, qui nous a rappelé que par exemple pour les bailleurs sociaux, ils envisageaient déjà, enfin depuis un certain temps, mais ils envisagent maintenant une augmentation de 30% à peu près par an des travaux de réhabilitation nécessaires pour atteindre l'étiquette, enfin la décence énergétique à partir de 2025. Enfin, ils sont forcément très concernés par l'échéance de 2025 en se demandant s'ils vont continuer à pouvoir louer un certain nombre de logements. Donc voilà, c'est des enjeux qui vont forcément concerner les bailleurs propriétaires d'une part, mais les gestionnaires de fait en collaboration dans les prochaines années. En tout cas, voilà, l'UNAFO sera en appui de ses adhérents, c'est évident. Je vous précise également qu'hier, on a fait un atelier. Je vois qu'il y a une main qui se lève, pardon. On a fait un atelier, c'est ce que j'allais dire, Patrick, effectivement, sur l'accompagnement des gestionnaires dans la transition énergétique, donc sur la dimension plutôt technique et financière, enfin comment est-ce qu'on essaie de trouver des financements spécifiques, comment on se met un peu en ordre de marche. Et donc cet atelier-là, vous le trouvez aussi, vous le trouverez comme celui-ci en replay sur le site de l'UNAFO. Voilà, mais on a encore de nombreux travaux et nombreuses réflexions en lien avec les bailleurs sociaux et les différents partenaires dans les mois et les années à venir. Donc si vous n'avez pas de questions, j'espère que ce temps d'information vous aura éclairé. On voit, il y a encore, on attend des décrets d'application, on aura l'occasion d'y revenir forcément dans les mois qui viennent. Je remercie à nouveau Maître Royaux et Gourceau pour leur analyse, hein. Et je vous remercie aussi à ceux qui ont participé. Voilà, Patrick Baudet, collègue de l'UNAFO, nous précise en plus pour compléter cette semaine un peu thématique énergétique, la clé solidaire abordera le DPE dans son offre. Il y a un atelier spécifique qui est proposé aussi demain matin, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, comme ça vous aurez un petit panel complet sur la semaine. Merci en tout cas, merci à Maître Royaux et Gourceau. Merci beaucoup. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de matinée et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.